أشكر طبعا المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب وعلى رأسه الأستاذ رحال بوبريك على دعوتي للمشاركة في هذا اللقاء المتميز حول الدرس التاريخي. بالنسبة لتدخلي اليوم سأحاول أن أقف عند تدريس تاريخ العالم في الجامعات المغربية. Pardon, dans quel sens? Donc très bien. أعتذر لأنني اشتغلت على مداخلتي باللغة الفرنسية وحاولت أن أبسطها وأن ألخصها في هذا العرض الذي بين أعينكم. هذا الصباح السي بن حدة وقف مطولا عند الإصلاح الذي يتبعه الإصلاح. Donc une série de réformes qui ont démarré, pour ainsi dire, surtout le système LMD, qui a démarré, je pense, en 2014, en 2004, le système LMD, en 2003-2004. Et donc, depuis l'adoption de ce système, c'est-à-dire licence, master, doctorat en 8 ans, l'université marocaine a amorcé une redéfinition progressive de ses programmes d'histoire. On l'a vu ce matin, on le verra cet après-midi, dans le but de moderniser les approches. C'est le but de l'exercice. Les approches essentiellement pédagogiques et de mieux répondre aux enjeux académiques contemporains. Si cette réforme a permis une certaine harmonisation des cursus à l'échelle nationale, la place accordée à l'histoire du monde, dont les formations en histoire restent variables selon les institutions, selon les établissements. Cette diversité reflète des choix institutionnels, souvent liés aux ressources pédagogiques disponibles et aux priorités de chaque établissement. De manière générale, la formation historique dans les universités marocaines reste structurée autour des grandes périodes classiques, le qadim, le wasit, le hadith, le mu'asir, le zaman rahin, avec une forte présence de l'histoire nationale et régionale, ça a été évoqué ce matin, notamment celle du Maroc, du Maghreb et du monde musulman. Toutefois, l'intégration de l'histoire du monde se manifeste de plus en plus à travers des modules spécifiques qui essaient d'aborder timidement les dynamiques globales, en vue d'enrichir la compréhension historique de nos étudiants. Néanmoins, ces propositions restent en deçà des objectifs et n'arrivent pas à inscrire les trajectoires marocaines dans les contextes transnationaux. Dans le cadre de cette communication, nous cherchons à analyser l'évolution de la place de l'histoire du monde dans les cursus universitaires marocains. Depuis la réforme LMD, l'approche comparative sera de mise en prenant comme exemple 3 universités, c'est-à-dire au moins 3 établissements de fac de lettres, avec un accent particulier sur l'université Hassan II et la faculté des lettres et des sciences humaines Bemsik, que je connais un peu mieux que les autres. Ceci permettra in fine de dégager les lignes de force, les lignes de faiblesse aussi, les disparités et les dynamiques pédagogiques à l'œuvre dans l'enseignement de l'histoire du monde au Maroc. Alors, premièrement, la place de l'histoire du monde dans l'enseignement de 3 universités marocaines, à savoir Jamiat Ibn Zohr, donc l'université Ibn Zohr, Kulliyat al-Adab wa al-Ulum al-Insaniya, جامعة عبد الملك السعدي تطوان وجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء كلية الآداب بالمسك. L'analyse des maquettes pédagogiques des 3 facultés, Agadir, Casablanca et Tétouan, en histoire et civilisation, révèle des tendances profondes. Premièrement, la marginalité du monde et du global, dont les programmes restent, comme j'ai dit, marginaux, bien que quelques efforts d'ouverture ont été faits dans certains établissements. Ce matin, le professeur Belhadda l'a évoqué en citant exactement l'évolution dans le temps long de l'enseignement de l'histoire du monde dans les programmes pédagogiques des universités marocaines.
la tendance, elle est, d'une manière générale, elle est à la baisse. Alors, je vous propose une lecture analytique et prospective de la situation actuelle. Fbnozor, du semestre 1 à semestre 5, une quasi-exclusivité à l'histoire du Maroc et du monde arabo-musulman. Semestre 6, 2 modules montrent une ouverture sur l'histoire de l'art, son précision géographique et l'Europe au XXe siècle. Le ratio des modules mondiaux est de 17%. Pour ce qui est de la faculté de Tétouan, du semestre, on a les semestres 2, 4 et 6, des modules comme Histoire des États-Unis, Monde asiatique, Histoire comparée, Introduction aux grands courants historiques modernes et à des thématiques interrégionales, colonialisme, migration, mouvements sociaux. Le ratio s'élève à 50%. Quant à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'UNSIC, on a eu une belle expérience en licence, mais surtout en termes de master 1 et 2, depuis déjà une quinzaine d'années. Un premier master sur le Maroc et les mondes occidentaux, et un deuxième master sur l'histoire de la diplomatie marocaine du Moyen-Âge à nos jours, et un master en cours sur la question des migrations au Maroc. Il vient d'ouvrir ses portes cette année. Donc, bien que centrés sur le Maroc, ces masters proposent une approche diplomatique comparée, en s'arrêtant sur l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, l'Asie, forte présence de thématiques transversales, les indicateurs de puissance, les organisations, on avait une matière sur les organisations internationales, l'importance aussi et l'omniprésence d'éthique et des sciences humaines et sociales. Le ratio de modules mondiaux, au moins 8 sur 17, soit au total 47%. Dit autrement, ce ratio pourrait servir de modèle pour l'intégration de contenus globaux dans les cursus. Alors, si on procède à une certaine analyse stratégique, en ce qui concerne notamment le constat global que nous avons dégagé, forte concentration sur l'histoire nationale, on l'a dit, l'histoire du monde arabo-musulman aussi, compréhensible dans le contexte de valorisation évidemment du patrimoine et de la mémoire nationale, mais cela entraîne une vision centrée et parfois repliée, on l'a vu ce matin. Ouverture mondiale inégale et tardive, c'est-à-dire c'est des formations, on arrive à l'international, à l'histoire du monde dans les derniers semestres. Donc elle arrive tardivement au 5e et au 6e semestre. Souvent réservée, comme j'ai dit, aux semestres finaux, aux masters spécialisés, ce qui limite l'effet transformateur. Tout à l'heure, le professeur Raji l'a évoqué en partie. Donc l'effet transformateur de ces savoirs sur les étudiants durant leur formation initiale. Alors, les enjeux actuels. Alors, le Maroc est engagé, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, dans des stratégies continentales depuis déjà 2 décennies. L'Afrique, dans les stratégies aussi intercontinentales, les relations avec l'Union européenne, l'Amérique latine, le monde asiatique, la Chine. Donc, la vision du nouveau monde, ou du nouveau modèle, le NMD, nouveau modèle de développement de 2021, appelle à une jeunesse bien instruite, évidemment, mais surtout ouverte, multilingue. Ça, c'est un point très, très important. Je ne vous apprends rien. Nos étudiants en histoire ont des problèmes sur le plan linguistique. Déjà, avec l'arabe, il y a des problèmes, sans parler des langues étrangères. Ça pose vraiment un vrai problème pour les niveaux licence. Bon, le master, comme c'est très sélectif, on arrive à un produit, je dirais, qui tient la route. Mais pour nos étudiants, nos licenciés en histoire, les choses sont vraiment très compliquées et ça a été évoqué ce matin. Donc, l'enseignement de l'histoire devrait refléter une ouverture géopolitique, culturelle et économique. Quelles recommandations stratégiques pour un basculement vers une histoire globalisée? Premièrement, réforme des cursus de licence. Surtout, depuis ces 2 dernières années, on a vu le résultat. Nous sommes en train
de participer à une réforme qui ne tient pas la route dès le départ. Tout à l'heure, le professeur Tahiré en a parlé, d'autres aussi. C'est une réforme, je ne sais même pas si on peut l'appeler réforme. Il y a 2 ans, on a fait un travail colossal pour réformer la réforme, mais malheureusement, c'est un effort qui nous a pris peut-être 1 mois de travail, c'était en plein mois de Ramadan. On a préparé un véritable canevas qu'on a présenté à Monsieur le ministre. Chacun dans son coin, l'ensemble, les forces vives des départements d'histoire ont travaillé tambour battant sur l'élaboration d'un nouveau schéma, mais à l'arrivée, le ministre n'a même pas voulu nous recevoir. Et finalement, le verdict est tombé et on s'est retrouvé avec un programme, un cursus qui ne tient pas la route. كلهم مداخل راه من البداية إلى النهاية مدخل إلى مدخل c'est-à-dire là le problème c'est qu'on participe à ça. Évidemment les enseignants ils ont tout le loisir de travailler sur les contenus heureusement, mais ce qu'ils nous ont envoyé du ministère c'est honteux, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, donc, il faut une réforme, une refonte totale des cursus de la licence en introduisant des modules d'histoire globale qui sont complètement absentes, connecter des circulations, des conflits internationaux. Bon, de temps en temps, on introduit Qadaya Mu'asira, Qadaya Rahina, mais après, on peut tout fourguer dans Qadaya Mu'asira. Les mouvements sociaux, on en a parlé ce matin, les mouvements transnationaux, réfléchir à la création des unités d'enseignement transversales, c'est très important, dans d'autres langues que l'arabe. C'est ce que nous avons fait avec le master de diplomatie marocaine du Moyen-Âge à aujourd'hui. Donc il y avait des cours qui étaient impartis dans d'autres langues que la langue arabe. Ce qui est important, ça a été évoqué par le professeur Belhadda, la modularisation flexible, avec des blocs optionnels ouverts, mais importants, en connexion avec le monde dans lequel nous vivons, avec une grande ouverture sur l'histoire de l'Amérique latine, la Chine moderne, l'Afrique postcoloniale, les Amériques. On a avec nous, heureusement, le professeur Saadani qui connaît ce monde un peu plus que tout le reste. Donc, il est grand temps, comme j'ai dit, de procéder à cette modularisation flexible, elle est très, très importante. La mobilisation du numérique, c'est très important. Certes, il y a un fait, nos bibliothèques valent ce qu'elles valent. C'est des bibliothèques qui sont déconnectées du monde dans lequel nous vivons. Heureusement qu'on vit des temps nouveaux. Avec le téléphone, on peut télécharger à loisir tout le corpus qu'on veut. Juste un petit clic. Et d'ailleurs, je raconte ça tous les ans à mes étudiants. Juste maintenant, avec l'IA, c'est une dimension, la dimension, elle est internationale et le mouvement est général. Mais déjà avec ça, l'étudiant a accès à une documentation qu'on ne peut pas imaginer. Le monde a changé. Et donc, il faut que nous aussi, nous enseignants, il faut qu'on change aussi. Il faut qu'on soit à l'écoute de ce qui se passe dans le monde en termes de révolution pédagogique. Il faut qu'on soit dedans, in. Alors donc le numérique, là, il faut absolument mettre en place des formations continues pour les étudiants et pour nous aussi. Maintenant, avec l'arrivée de l'IA, on est un peu, comment dire, on est dépassé par ce qui se passe. Quelquefois, les étudiants, c'est vrai, on dit que le niveau a baissé, mais pour certaines choses, ils sont très doués. Et je vous donne un exemple. L'année dernière, j'ai donné à mes étudiants, moi j'enseigne l'histoire du Maroc moderne, je leur ai donné un exposé à faire sur la tapisserie de Pastrana. C'est la conquête des ports marocains par les Portugais en se basant sur des sources iconographiques. Les fameuses tapisseries, elles sont au nombre de 5. Il faut voir le travail que les étudiants ont fait. Ils ont fait parler carrément le roi du Portugal, Alphonse V, qui a participé à la conquête du port d'Ancela.
ils l'ont fait parler avec l'intelligence artificielle. Ils parlent en portugais, s'il vous plaît. Les Louisiades de Camões et Chaussy, ils ont fait lire des poèmes des Louisiades en portugais. C'est-à-dire, le numérique s'impose. Et nos étudiants sont très doués dans ces dynamiques-là, donc il faut les encourager à aller dans ce sens. Un autre point très important, l'internationalisation de nos masters, en développant des masters d'excellence. Maintenant, le ministère a lancé l'opération licence d'excellence, master d'excellence. Ils ont mis le paquet. Si on monte une licence d'excellence, on a droit à 600 000 dirhams. Un master d'excellence, 600 000 dirhams. Donc au total, 1,2 million pour une formation de licence. Licence, c'est juste une année. Hein. Sur une année, master 2 ans, c'est 1,2 million. Mais il faut réfléchir à des masters, comme j'ai dit, qui soient porteurs de valeur ajoutée. Où il faut avoir un minimum de 100 étudiants. Et ils donnent les moyens nécessaires pour accompagner nos étudiants dans des formations nouvelles. On n'est pas obligé de répéter tout le temps la même chose. Il faut que ce soit des formations qui soient à l'écoute du monde et de l'innovation pédagogique. Ouvert, évidemment, avec des codiplomations, avec des universités européennes. Nous, à Casablanca, à la faculté Belmsic, on a déjà commencé dans le cadre de projets de recherche. Je vois ici Martina, elle est en postdoc chez nous. Elle travaille sur le domaine de la santé au Maghreb après l'indépendance. Et donc, elle est là dans le cadre, elle est de l'Université de Venise, et donc avec l'Université de Casablanca et une université américaine. Donc, bonjour Martina. Et donc, les universités asiatiques, actuellement, à Belmsic toujours, on est en train de réfléchir à des licences d'excellence qui touchent le patrimoine. Tout à l'heure, l'Oustad Al-Qadiri Bouchi تكلم على التراث خاصة اللامادي. إذن هناك مشروع إن شاء الله باش نشتغلوا في هذه les licences d'excellence. Et puis, voilà, donc des formations, comme j'ai dit, qui soient à l'écoute. On connaît nos défaillances, mais il faut être là quand l'occasion se présente. Et moi, je trouve pour les enseignants et pour les départements d'histoire, ces licences d'excellence et ces masters d'excellence, il faut réfléchir là-dessus parce que ça donne beaucoup de moyens. Vous vous souvenez, on préparait des licences, on coordonnait des licences avec 0 dirham. Maintenant, ils nous donnent 600 000 dirhams pour monter un master. Donc, il faut y réfléchir 1000 fois et évidemment adhérer à cette mouvance générale. Donc, là, je vous ai proposé un parcours en master, un parcours en master d'excellence que j'ai intitulé « Histoire du Maroc et mondialisation », un parcours innovant dans le cadre de ces licences et masters d'excellence. L'objectif étant, comme j'ai dit tout à l'heure, former des historiens ancrés dans leur histoire nationale, ça c'est un point très très important, mais aussi capables de penser voilà. Donc capable, comme j'ai dit, de penser les grandes dynamiques internationales, les circulations, les mobilités, les conflits, les échanges, la globalisation, développer une culture historique transversale. Les humanités, c'est très important. Il faut qu'on travaille et qu'on continue à travailler ensemble, surtout pour le montage de ces formations et à différentes échelles. Ce matin, M. Shakir, on a parlé de ce jeu d'échelle dans la formation qui me semble très très important, en intégrant les aires culturelles hors de l'espace que nous connaissons, Méditerranée, Atlantique, et entre les deux, il y a le monde ou les mondes du détroit. Favoriser l'interdisciplinarité, Tanahouj, avec les relations internationales, les sciences sociales, les humanités numériques, on ne le dira jamais assez, le monde a changé, il faut que l'historien aussi il faut qu'il fasse évoluer ses instruments et ses méthodes et ses approches aussi. Donc renforcer les compétences linguistiques, c'est très très important. Linguistique et numérique aussi pour nos étudiants dès les premiers semestres. Préparer à la mobilité internationale, ça reste un point très très important. La mobilité de nos jeunes. Nous, à Casablanca, à Belmsic, on a déjà commencé.
on a déjà nos étudiants qui vont, dans le cadre de ce programme que le professeur Agmir a cité, le programme Civis, on a déjà commencé en 2022, là on est en 2025, de nombreux mastérants vont partir en Europe pour des écoles d'été. Donc ça me semble un point très très important. Des étudiants parlant anglais. On a des étudiants en master qui parlent anglais, et donc on a fait on a lancé un petit concours, et donc on a choisi les meilleurs parlant l'anglais pour suivre cette école d'été. Cette fois-ci, ce sera à Bucarest, en Roumanie. Donc il faut encourager ce type de mobilité internationale. Évidemment, les étudiants, mais aussi les enseignants. On a ce qu'on appelle le programme Erasmus, qui permet le déplacement des enseignants. Voilà, pendant une semaine aussi. Et donc ça permet, cette mobilité nous aide à voir et approcher la recherche et l'enseignement d'une manière différente. Alors, insister sur les pédagogies innovantes avec des modules partiellement dispensés, comme j'ai dit tout à l'heure, dans d'autres langues, des cours hybrides avec des universités partenaires, on a déjà commencé cela, des universités africaines, européennes et asiatiques, partenariat avec les instituts culturels. Dans chaque ville, il y a des instituts culturels. Il faut travailler avec eux pour mettre à niveau nos étudiants en langue, en matière linguistique, enfin le français, l'anglais et puis l'espagnol pour les grandes villes. Et puis aussi les partenariats avec les musées, les associations, usage actif des outils numériques, le SIC, les plateformes collaboratives, le MOOC qu'il faudrait développer. Heureusement que pendant la pandémie, on est tous devenus vraiment très forts en termes de cours de Moodle, etc. Donc il faut poursuivre cet élan. Et puis les certifications externes recommandées, le TOEFL, DELE, etc. Il faut que nos étudiants, en suivant les cours dans ces instituts français, puissent décrocher ce fameux sésame. Un autre point important est la suggestion concrète pour la mise en œuvre. Comme j'ai dit, créer une filière pilote. On est en train d'y réfléchir à Belmsic. En tant que licence d'excellence, comme j'ai dit tout à l'heure, à Belmsic, et on peut le faire aussi dans une autre faculté, mobiliser des enseignants-chercheurs jeunes formés à l'international en sciences humaines et sociales globalisées, assurer un suivi qualité et une évolution ou évaluation continue du parcours dès la première année. Ça, c'est un point qui me semble vraiment très, très important. Il y a aussi, comme j'ai dit, assurer aussi, comme j'ai dit, un suivi et une évaluation, ça on l'a dit, dès la première année, et puis engager les représentations diplomatiques pour les impliquer dans la formation de nos étudiants, surtout en licence d'excellence et en master d'excellence. Les partenaires culturels, dont il faut les intégrer dans le processus de formation, et surtout les séminaires périodiques à nos étudiants. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un océan de projets qui nous attend. Mais malheureusement, les sciences humaines et sociales, surtout l'histoire, ne candidatent pas à ce genre de projet. Là, je pense à Horizon Europe, les projets AUF, Erasmus, les BIP. Les BIP, c'est des projets qu'on met en place dans le cadre des programmes Erasmus pour monter des projets qui tiennent la route de formation, mais aussi de recherche. Ça, c'est un autre point fort aussi à développer pour soutenir évidemment la mobilité estudiantine sortante et la formation continue des étudiants, des enseignants. Donc ça, on l'a vu. Ah, pardon, c'est dans l'autre sens. Alors, pour conclure, je ne vous retiendrai pas très longtemps. Pour conclure, je dirais simplement que l'histoire ne peut être un récit statique et autocentré. Pour répondre aux défis du troisième millénaire, migration, identité plurielle, crise climatique, on l'a abordé ce matin, rivalité géopolitique, il faut former des historiens ouverts, multilingues, c'est très important, conscients de l'interdépendance mondiale. Le Maroc, de par sa géographie exceptionnelle, entre trois mers, on ne le dira jamais assez, les mers les plus fréquentées de la planète,
et son ambition africaine, méditerranéenne et atlantique ne peut se contenter de produire des spécialistes du local. Il doit former des citoyens et experts du global aussi, capables d'interpréter, de penser le monde avec une vision renouvelée, avec des outils qui reflètent son dynamisme aujourd'hui et demain. Et je vous remercie.